Je vous prie de prendre place, d'éteindre vos téléphones portables, de vous mettre en bonne condition pour écouter Julien qui va nous parler. Donc la session est consacrée à l'analgésie et on a voulu cette année insister sur un thème qu'on aborde rarement, qui est l'analgésie en gynécologie, alors qu'on a des patientes qui subissent des interventions, qui bénéficient d'interventions très très lourdes parfois, et pour lequel on a encore besoin de réfléchir à améliorer nos conditions analgésiques. Et donc je vais passer la parole à Julien Massadier, qui est anesthésiste et réanimateur à Clermont-Ferrand, dans l'équipe de Martine, et qui va nous faire la synthèse des meilleures conduites à tenir pour soulager nos patientes qui ont des chirurgies oncologiques majeures. Merci Julien. Merci de votre invitation. Donc, je suis médecin anesthésiste au centre Jean Perrin, qui est un centre de lutte contre le cancer à Clermont-Ferrand. Et ma présentation va s'intéresser aux techniques d'analgésie dans le cadre de la chirurgie carcinologique lourde, et en l'occurrence la chirurgie mammaire et la chirurgie gynéco. Alors en fait, il s'agit de chirurgies lourdes qui sont pourvoyeuses de douleurs modérées, à une intensité élevée, voire parfois même très élevée, et ce qui va nécessiter le recours régulier aux antalgiques de palier 2, voire de palier 3. Et ça, c'est pas sans conséquence, puisque cet usage est associé à des complications telles que des nausées, des vomissements, de la confusion, de la somnolence, un retard de reprise du transit. Et il y a également le contrôle incomplet de la douleur de ces patientes qui peut les inciter à rester alitées de façon prolongée, ce qui va à l'encontre des objectifs de réhabilitation améliorée après chirurgie. Et ça, c'est encore plus vrai chez les patientes qui sont réticentes à l'usage de la morphine. Et c'est là toute la place de l'anesthésie loco-régionale dans le panel des techniques d'analgésie pour remplir cet objectif de réhabilitation améliorée après chirurgie. La réalisation du geste d'anesthésie loco-régionale, il fait partie intégrante du temps anesthésique au bloc opératoire pour apporter une amélioration dès la phase péranesthésique, mais surtout opératoire, mais surtout post-opératoire. Alors, de quelle chirurgie on parle? On va distinguer les chirurgies mammaires avec la mastectomie totale, le curage axillaire et les chirurgies de reconstruction, notamment les lambeaux musculaires pédiculés comme le grand dorsal, et les chirurgies gynécologiques, avec l'hystérectomie, l'annexectomie, le débulking ovarien, où il y aura un geste élargi avec une omentectomie, une résection des nodules de carcinose péritonéale, voire peut-être même une résection anastomose au niveau digestif. Alors, on va d'abord commencer par la chirurgie mammaire, et il est important de revoir des bases concernant l'innervation de la paroi thoracique et du sein. Sur cette coupe axiale, on peut voir les structures nerveuses avec notamment les racines ventrales et dorsales qui vont donner le nerf spinal, qui va donner différentes branches avec dans l'ordre une racine postérieure qui va traverser les muscles latéraux-vertébraux, des rameaux blancs et des rameaux gris communicants qui vont aller jusqu'au ganglion du système nerveux autonome orthosympathique, et puis le rameau antérieur qui va donner le nerf intercostal. Ce nerf intercostal va parcourir l'espace intercostal entre les muscles intercostales intimes et les muscles intercostaux internes et externes. Au niveau de la ligne axillaire moyenne, il y a une branche latérale qui va perforer la paroi pour ensuite donner des divisions antérieures et postérieures pour l'innervation sensitive de la paroi latérale. Et puis le nerf poursuit son trajet jusqu'au sternum, où il va se terminer par un rameau antérieur, qui là aussi perfore la paroi thoracique, et qui va donner une branche latérale pour l'innervation de la paroi antérieure. Ce qui veut dire que le sein, la glande mammaire et le revêtement cutané sont innervés par les perforants qui viennent des nerfs intercostaux. Sur la moitié latérale et la région mamelonnaire,
La sensibilité est assurée par les divisions antérieures des branches latérales, des nerfs intercostaux de T2 à T6, alors que sur la région médiale, l'innervation est assurée par les branches latérales des rameaux antérieurs, toujours pareil, des nerfs intercostaux de T2 à T6. À noter qu'il existe quelques branches qui viennent des branches supraclaviculaires du plexus cervical superficiel, mais qui en réalité ont un rôle qui est peu important dans l'innervation du sein, puisque ça ne descend pas en dessous de T2. Le creux axillaire, lui, il est innervé par le nerf intercosto-brachial qui va recevoir des émergences du nerf intercostal T2 et du nerf cutané médial du bras. Et les muscles pectoraux, eux, vont recevoir une innervation à partir du nerf pectoral médial et du nerf pectoral latéral, qui, eux, viennent de la anse des pectoraux, elle-même une branche du plexus brachial. En chirurgie du sein, on va alors disposer de principalement 4 techniques d'ALR. Le bloc paravertébral, qui va être le gold standard en chirurgie lourde, le bloc des érecteurs du rachis, les blocs interpectoraux avec le PEX 1 et le PEX 2, puis le bloc du plan du serratus antérieur. Le premier, ça va être le bloc paravertébral. Lui, c'est vraiment le bloc qui est incontournable en chirurgie mammaire, puisqu'il est constant en termes d'efficacité. Il va consister en une injection dans l'espace paravertébral d'un anesthésique local à proximité de l'émergence des nerfs intercostaux T2 à T6. L'espace paravertébral, il est délimité en avant par la plèvre, en arrière par un ligament costo-transverse supérieur et médialement par le corps vertébral et le processus transverse. On va procéder... Alors, quand on fait l'injection, on est censé voir un déplacement ventral de la plèvre, ce qui, sur une image d'échographie, se traduira par un déplacement vers le bas de la ligne pleurale. On va procéder à une injection d'un volume important de 20 à 30 millilitres d'anesthésique locale, ce qui va permettre une diffusion à la fois vers l'espace péridural, vers l'espace intercostal, et puis vers les espaces paravertébraux, sus et sous-jacents, puisque ces espaces communiquent entre eux, ce qui permet une diffusion crânio-caudale. Cette technique, elle a l'avantage de garantir un bloc sensitif qui est très proximal dès l'émergence du nerf intercostal, ce qui va permettre de bloquer la branche postérieure, le nerf intercostal avec les branches latérales et antérieures, et ce qui garantit une analgésie complète de la paroi thoracique. La réalisation du bloc paravertébral se fait sous contrôle échographique, en visualisant la progression de l'aiguille dans le plan des ultrasons. Et comme on peut le voir sur cette image, en fait, il est important de bien visualiser les structures qui vont délimiter l'espace paravertébral. On voit là, en l'occurrence, la plèvre, le ligament costo-transverse et le processus transverse de la vertèbre. Et l'élément important, c'est notamment la plèvre, qui apparaît en hyperéchogénicité spontanée et qui est très proche, puisque le principal risque, c'est le pneumothorax. Dans les autres risques qu'on retrouve, il peut y avoir l'injection intratécale, notamment si on s'approche du foramen intervertébral. Ça peut être l'échec, en cas de mauvaise échogénicité de la patiente, une injection intramusculaire, et puis le malaise vagal. Le malaise vagal, ça c'est notamment vrai si l'injection est faite chez une patiente qui est vigile. Et d'ailleurs, soit on fait l'injection chez une patiente avant l'anesthésie générale, en position assise avec une dose filée d'un morphinique, soit on fait plutôt après l'induction d'anesthésie chez une patiente qui est endormie, et dans ce cas, la patiente est installée en décubitus latéral, en laissant bien tomber le bras en avant, comme on avait pu le voir sur l'image précédente, de façon à bien dégager l'espace entre la scapula et le rachis. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bloc le plus constant en termes d'efficacité, et il offre une analgésie complète du sein et du creux axillaire. Le dernier point, c'est que ce bloc est également intéressant dans la chirurgie de reconstruction, notamment par l'embomusculaire pédiculé avec le grand dorsal, puisqu'il va y avoir un bloc sympathique dans la région anesthésiée, ce qui va permettre d'améliorer la vascularisation du lambeau musculaire. Le deuxième bloc
Alors, je vous avais tracé les zones pour bien visualiser. Le deuxième bloc, c'est le bloc des érecteurs du rachis. Lui, en fait, il dérive du bloc paravertébral avec comme principale variante la localisation du site d'injection qui est beaucoup plus superficielle, qui est dans l'espace paraspinal, qui est représenté par le fascia qui va entourer les muscles érecteurs du rachis. Mais on aura la même traduction clinique. L'avantage principal, c'est une ponction qui est beaucoup plus éloignée des structures à risque, et notamment la plèvre et les racines nerveuses, ce qui en fait un bloc plus sûr et plus facile. Ce bloc, en fait, il est possible parce qu'on va avoir une communication entre l'espace, j'ai perdu la souris, l'espace paraspinal et l'espace paravertébral par ces foramènes qui laissent passer les branches postérieures des nerfs spinaux. La technique, elle est utilisable aussi bien à l'étage thoracique qu'à l'étage dorsolombaire, puisque les muscles érecteurs du rachis se poursuivent du dos jusqu'à l'étage lombaire. En pratique, il y a une littérature qui est beaucoup moins étayée qu'avec le bloc paravertébral, et le concept de diffusion d'une injection dans l'espace paraspinal pour ensuite avoir une diffusion dans l'espace paravertébral rend un peu sceptique, ce qui fait que cette technique, elle est principalement réservée aux situations de difficulté ou d'échec du bloc paravertébral. Le troisième bloc, c'est les PEX blocs, le PEX 1 et le PEX 2. Là, les repères qui sont utilisés, ce sont le muscle grand pectoral et le muscle petit pectoral. Alors, en échographie, on retrouvera le muscle pectoral, grand pectoral en avant, et puis le muscle petit pectoral, et on repère ici la branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale. Le PEX 1 va consister en une injection entre les deux muscles pectoraux et va viser les nerfs, le pectoral, notamment le nerf pectoral latéral et idéalement le pectoral médial dans le même temps. L'action de cette anesthésie locale, elle est purement motrice. On n'a pas d'activité sur la sensibilité au niveau du sein. Ça n'empêche pas que ce bloc il reste intéressant, notamment dans la mastectomie totale, puisqu'il peut y avoir des lésions au niveau du nerf pectoral médial qui peuvent être à l'origine de douleurs neuropathiques en post-opératoire. Le PEX 2, lui, il est plus intéressant puisque, en plus de l'injection précédente en interpectorale, il va associer une deuxième injection qui est beaucoup plus latérale sur la ligne axillaire antérieure, sous le bord latéral du petit pectoral, avec une diffusion dans le creux axillaire, ce qui va permettre d'avoir une activité à la fois sur le nerf intercostobrachial pour le creux axillaire, mais aussi le nerf thoracodorsal et le thoracique long. Le dernier bloc pour l'analgésie du sein, c'est le bloc du muscle serratus antérieur qui, en fait, se rapproche énormément du PEX 2 avec une injection qui, cette fois, qui n'est plus sur la ligne axillaire antérieure, mais qui va être plus latéralisée sur la ligne axillaire moyenne. Et parfois même, on peut partir un peu plus en arrière au niveau du muscle grand dorsal, ce qui nous permet de voir sur ces deux images d'échographie la fin des muscles pectoraux, le muscle serratus antérieur, et quand on est un peu plus postérieur, alors, le muscle grand dorsal, le muscle serratus antérieur qui est plus en profondeur avec l'artère thoracodorsale, et l'infiltration, dans ce cas, va pouvoir se faire soit en superficie du muscle serratus antérieur, ou parfois en profondeur. En réalité, on a exactement la même diffusion puisque le paramètre le plus important, c'est le volume important qui permet d'avoir une extension assez large, mais on a exactement la même traduction clinique. Le PEX 2 et le serratus sont finalement assez proches et vont pouvoir être utilisés dans les chirurgies avec la tumorectomie, plus ou moins un geste axillaire, dont le curage. Maintenant, on va s'intéresser à la chirurgie carcinologique gynécologique. C'est de la chirurgie abdominale lourde et qui est responsable d'un niveau de douleur relativement important, dont deux éléments vont être importants pour conditionner l'intensité de la douleur. Ça va être l'importance de la résection chirurgicale, et puis surtout la voie d'abord. Est-ce qu'on est en célioscopie ou plutôt en laparotomie? Ce qui fait que la chirurgie gynéco par laparotomie est une des chirurgies les plus douloureuses. Si on reprend l'innervation de la paroi abdominale,
En fait, la paroi abdominale et le péritoine pariétal reçoivent des émergences des nerfs intercostaux de T6 à T12. On a également la première racine lombaire. On retrouve une morphologie qui est comparable à ce qu'on avait à l'étage thoracique, c'est-à-dire après l'émergence rachidienne, une branche postérieure, le nerf intercostal, une branche latérale et une branche antérieure qui va se poursuivre jusqu'à la ligne blanche. Dans ce contexte, on a plusieurs techniques d'anesthésie loco-régionale qui vont pouvoir être proposées, mais il y en a une qui domine largement ces indications, notamment en cas de laparotomie, ça va être la péridurale. La péridurale, elle va consister à introduire un cathéter dans l'espace péridural en préopératoire, ce qui permettra d'infiltrer de l'anesthésique au contact des racines nerveuses et de façon bilatérale. La technique, elle consiste à venir placer un cathéter dans l'espace péridural entre les feuillets internes et externes de la dure mère pour assurer une injection qui va être soit continue, soit répétée de l'anesthésique locale, cet espace étant rempli de graisse, des vaisseaux périduraux et puis des racines nerveuses. L'objectif de l'analgésie péridurale, ça va être de faire un bloc sensitif de façon bilatérale au niveau de l'abdomen, de façon à pouvoir permettre l'intervention, mais surtout garantir l'analgésie en post-opératoire. Dans les avantages de cette technique, il y a l'administration qui est prolongée, ce qui est intéressant dans ces chirurgies lourdes, avec des douleurs qui peuvent se prolonger au-delà des 24 à 48 heures. Et ça, c'est intéressant par comparaison avec les autres techniques d'anesthésie loco-régionale où on fait une injection unique, mais avec une durée d'action qui va être limitée. L'anesthésique locale qui est administrée, c'est un anesthésique local de longue durée d'action, typiquement la ropivacaïne à 2 mg par millilitre, avec ou sans association avec un morphinique. Le mode d'action, c'est une PCA, c'est-à-dire qu'on va avoir une perfusion continue de l'anesthésique locale, puis des bolis intermittents qui vont être choisis par la patiente. La prescription, elle doit être standardisée et va intégrer une surveillance à la fois hémodynamique, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, une surveillance respiratoire, et on va vérifier également les niveaux sensitifs et l'intensité de la douleur, ce qui permettra d'évaluer l'efficacité de la péridurale. Maintenant, j'ai oublié un petit point, c'est notamment les complications. Dans les complications, on va avoir l'hypotension artérielle, les échecs de la pose, la bradypnée, si on associe avec des morphiniques par voie neuraxiale, la toxicité systémique des anesthésiques locaux s'il y a une diffusion importante, le bloc moteur en cas de surdosage, et puis il peut y avoir également des complications neurologiques au moment de la pose, avec notamment un hématome périmédulaire compressif ou même une brèche durale. L'hypotension, elle est liée au bloc sympathique, puisqu'on a pu voir tout à l'heure sur l'image les ganglions du système nerveux orthosympathique. Et en fait, on va observer une vasodilatation artérielle et veineuse, ce qui fait qu'en péropératoire, l'anesthésiste aura régulièrement besoin d'avoir recours à des vasoconstricteurs comme la noradrénaline, parfois même en post-opératoire, ce qui dans ce cas justifiera une surveillance soit en soins continus, soit en réanimation. L'utilisation en fait, de la péridurale, ça reste vraiment la technique la plus puissante pour la chirurgie abdominale, puisque, en l'occurrence, on aura une réduction de la consommation de morphine, on a une supériorité analgésique par rapport à la morphine par voie injectable, on aura un effet bénéfique sur la reprise du transit, on aura une diminution des complications respiratoires, puisqu'on sait que sur la chirurgie par laparo, avec notamment une laparosuge ombilicale, on a une limitation de l'amplitude de la course diaphragmatique, ce qui peut être responsable d'atelectasie bibasale et donc d'hypoxémie. Puis on aura aussi une toux qui est moins efficace, ce qui pourra être un facteur important dans le risque de surinfection en post-opératoire, notamment au niveau respiratoire. Et puis, il y a probablement des effets systémiques, des effets anti-inflammatoires des anesthésiques locaux liés à la résorption systémique. Maintenant, quand on est en situation d'échec ou de contre-indication à la péridurale, ou si on est confronté à une laparotomie qui n'était pas prévue, on a des techniques alternatives qui peuvent être proposées, avec notamment des blocs de la paroi abdominale, comme le TAP bloc, le bloc de la gaine des grands droits de l'abdomen. On pourrait aussi faire une infiltration continue en péricicatricielle, d'un anesthésique local par des cathéters qui sont multiperforés,
ou l'utilisation d'une perfusion continue d'un mélange qui va associer de la lidocaïne et de la kétamine. Pour comprendre ces blocs, il faut juste se rappeler de l'innervation au niveau de la paroi abdominale avec les nerfs intercostaux de T6 à T12 qui vont obligatoirement passer dans un espace entre le muscle transverse et le muscle oblique interne et externe. Et puis à l'avant, en fait, on va avoir des rameaux fibreux, des rameaux qui vont rentrer dans la gaine du muscle grand droit de l'abdomen. Alors, d'abord le tap bloc. Le tap, c'est un espace qui est limité entre le muscle oblique et l'oblique interne, qu'on retrouve à ce niveau-là. Et le tap bloc va consister à inonder cet espace pour mettre un gros volume d'anesthésique locale, ce qui va permettre d'avoir une analgésie étendue de la paroi abdominale, de façon homolatérale à l'injection. Si on reprend l'image d'échographie, on retrouve en fait de la superficielle à profondeur la peau et la graisse sous-cutanée, le muscle oblique externe, l'oblique interne, le muscle transverse. On retrouve le péritoine pariétal qui est spontanément hyperéchogène, et puis dessous on retrouvera les viscères intra-abdominaux. L'injection, encore une fois, se fera entre le muscle oblique interne et le muscle transverse. Ensuite, on va voir le muscle le bloc de la gaine des grands droits de l'abdomen. Alors là, le bloc, en fait, va consister à repérer la ligne semi-lunaire qu'on retrouve ici, qui est déterminée par la fusion de la gaine des trois muscles larges de l'abdomen, en l'occurrence le muscle oblique externe, l'oblique interne et le transverse, et l'injection va consister à infiltrer l'anesthésique locale entre la face postérieure du muscle grand droit et sa gaine, ce qui permettra d'obtenir une analgésie uniquement sur la partie antérieure de la paroi abdominale. Ces deux blocs de la paroi, en fait, vont offrir une analgésie en une durée de 24 à 48 heures, et finalement, les complications sont exceptionnelles, et ça, c'est notamment permis grâce à l'éco-guidage qui est utilisé pendant la procédure, si on comparait à un geste qui se faisait à l'aveugle. Même si ces blocs présentent en fait un excellent rapport entre le bénéfice et le risque, si la péridurale est possible, ça reste la technique qui va permettre d'offrir la meilleure chance en termes de réhabilitation précoce. Je n'ai pas abordé la chirurgie laparoscopique parce que finalement, c'est une chirurgie qui est associée à beaucoup moins d'agressions tissulaires et qui ne nécessite pas le recours à l'anesthésie locale, enfin loco-régionale comme j'en parle, même si, en réalité, l'infiltration des orifices de trocar apporte malgré tout un bénéfice qui est net. Maintenant, à quel moment faut-il faire ces anesthésies loco-régionales? Une des règles, c'est de les faire finalement avant l'agression tissulaire, c'est-à-dire avant l'intervention. Maintenant, on peut avoir la pose de péridurale qui, elle, se fera forcément avant l'intervention et chez une patiente qui n'est pas encore endormie, puisque la mise en place de la péridurale nécessite une surveillance neurologique pendant la procédure et dans les suites immédiates, alors que pour les autres techniques d'ALR, ça peut être fait soit avant l'anesthésie générale chez une patiente qui vigile, soit pendant l'anesthésie générale chez une patiente endormie. Nous, dans notre pratique, en fait, on réalise la plupart de ces anesthésies loco-régionales après l'anesthésie générale, parce que la plupart des patientes en fait, rapportaient un mauvais vécu de ces anesthésies loco-régionales avec un des moments les plus douloureux dans leur prise en charge au bloc opératoire. Alors, la question de savoir s'il faut le mettre en lien avec le stress préopératoire ou peut-être une très bonne efficacité de l'analgésie en post-opératoire qui fait que la ponction devient relativement, finalement, un des moments les plus douloureux. Les bénéfices de cette anesthésie loco-régionale, c'est une réduction du niveau de la douleur en post-opératoire, une diminution de la consommation des opioïdes et donc des complications qui y sont associées, une mobilisation et une verticalisation plus précoce, ce qui permettra une reprise plus rapide du transit et du risque thromboembolique, une diminution du stress inflammatoire qui pourrait avoir un rôle dans l'immunité et pourrait également participer à la réduction du risque thromboembolique. Maintenant, il existe aussi de nombreuses interrogations sur les effets de l'anesthésie loco-régionale dans la prévention de la chronicisation de la douleur et dans la diminution de la récidive tumorale, mais en réalité, il n'y a pas de littérature probante sur ces potentiels effets bénéfiques.
Ça n'empêche pas que la conclusion, c'est que l'optimisation de la prise en charge en périopératoire de ces patientes, et notamment concernant l'analgésie post-opératoire, participe grandement et est devenue indissociable au concept de la réhabilitation précoce après la chirurgie. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle sur cette prise en charge? Oui. Il y a un micro qui arrive. C'est pas une question, mais j'avais dans l'idée que la péridurale n'était plus du tout le gold standard. Pas du tout. On ne vous entend pas. Que c'était plus le gold standard et qu'on mettait en avant davantage l'utilisation de cathéters multiperforés. Péricicatriciels? Oui. Alors, l'inconvénient, alors, je ne suis pas sûr que... Nous, on n'en fait pas du tout. Nous, on ne fait pas de cathéter multiperforé. La péridurale permettra d'avoir une meilleure extension et on a une analgésie à la fois de la paroi et puis une analgésie viscérale, ce qui permettra d'avoir une efficacité qui est beaucoup plus complète. Encore une fois, nous, on n'a pas d'expérience sur le cathéter péricicatriciel, donc je n'ai pas ce recul qui permettra de comparer les deux techniques. Je ne sais pas si au CHU vous en faites. Je pense, Martine... Je crois qu'il n'y a pas trop de discussion sur la péridurale, non? Enfin, ça reste quand même la technique qui est très clairement la plus efficace. Oui, la péridurale, ça reste la technique de référence. Il n'y a rien de plus efficace que d'aller endormir les nerfs à l'émergence en fait, de la moelle. Le cathé multiperforé, il est réservé au cas où en fait, on ne peut pas mettre de péridurale. Et c'est vrai qu'au niveau des EVA post-opératoires et des mobilisations secondaires des patientes, le résultat est beaucoup moins satisfaisant. Et les patientes sont moins confortables. Alors après, il faut avoir un service organisé et formé à surveiller des analgésies péridurales en service de soins, bien sûr. Alors les analgésies, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, l'analgésie péridurale en service, ça se fait si les équipes sont formées et ça n'impose pas une hospitalisation en soins continus. Un des éléments qui peut justifier la surveillance en soins continus, c'est surtout le retentissement hémodynamique avec un bloc sympathique qui peut se traduire par une hypotension, auquel cas, s'il y a un recours au vasoconstricteur, ça impose la surveillance en soins intensifs. Après, les patients en service se mobilisent et marchent dans les couloirs avec leur PCEA branché sur leur cathéter de péri. Je vais te pousser un petit peu dans tes retranchements, Julien. La péri, elle n'est pas très très puissante en péropératoire. Tu dis que tu préfères le poser en post-opératoire. Est-ce que tu ne penses pas que faire une périrachie combinée avec l'effet favorable de l'arachie sur le bloc moteur pour permettre aux chirurgiens de travailler extrêmement confortablement et puis avoir vraiment une épargne en morphine, y compris en péropératoire, ça peut être intéressant? Elle est mise en charge dès l'induction anesthésique. On l'utilise. Donc tu la poses avant? Oui. On la pose avant et on la met en charge, alors avec de la narosol, parce que nous, dans l'établissement, il n'y aura pas de morphinique par voie neuraxiale si le patient repart en chirurgie conventionnelle. On ajoutera le Sufinta uniquement si le patient va en soins continus ou en réanimation. Mais il y aura une infiltration de naropène dès l'induction anesthésique, ce qui permettra d'avoir dès ce moment-là, en fait, dès la phase péropératoire, une épargne en morphinique. Sauf que ta puissance de bloc moteur, elle est pas très très importante quand même avec ta péri, alors qu'avec l'arachie pour le péropératoire, tu as quand même beaucoup de puissance. Oui, on fait souvent des périthoraciques en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas adapté à l'arachie anesthésique. Sur de la chirurgie abdominale, la ponction elle va se faire en T7, T8, T8, T9. Si on voulait combiner avec de l'arachie, il faudrait être sous le bord supérieur de L2. Ce qui ne pose pas de problème particulier.
Mais nous, c'est... je comprends. Ouais. Et sinon, ma deuxième question, c'est vous utilisez bien sûr une analgésie multimodale, et donc vous mettez du Neurontin, en association un anti-NMDA, de la kétamine. Alors, moi, j'en utilise énormément. Oui. Je suis un grand fan de la kétamine. Encore une fois, dans les alternatives à la péridurale, si on ne peut pas la faire, on va faire beaucoup de perfusions combinées avec la lidocaïne et la kéta. Finalement, j'ai une vision un peu différente parce que, en complément de la chirurgie gynéco, on fait beaucoup de chirurgie thoracique, et sur le thorax, on a un usage très très large de la kétamine. Donc, que le patient il ait eu ou non une péridurale, il y aura l'utilisation de la kétamine à l'induction, de façon à pouvoir diminuer les posologies des hypnotiques, et donc limiter le retentissement hémodynamique, notamment du propofol, avec des injections répétées toutes les 45 minutes à 1 heure, avec des bolus, on va dire entre 0,15 et 0,30 mg par kilo et par heure. Okay. Mais un usage... moi, je suis un grand fan de la kétamine, mais c'est vrai qu'on a quand même cet effet antihyperalgésique qui permettra lui aussi l'épargne en morphinique en post-opératoire. Très bien. Oui. Estelle, tu veux commenter? C'était juste pour rebondir sur ce qu'effectivement la dame avait dit sur les différents types d'écoles par rapport à l'analgésie post-opératoire. C'est vrai qu'il y a eu des publications associant lidocaïne intraveineuse et cathéter multiperforé qui effectivement ont challengé, surtout en chirurgie digestive, je crois, la péridurale. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait un peu comme ça des avis divers en termes d'école analgésique. Il y a quand même des données assez claires de la littérature sur la réhabilitation post-opératoire et la reprise du transit qu'il n'y a pas avec le cathéter multiperforé. Enfin, je ne sais pas ma spécialité, mais enfin... ouais. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que dans les pratiques françaises, le problème est effectivement ce que tu disais sur la gestion post-opératoire de la péridurale, qui, on s'aperçoit dans certains services, impose l'hospitalisation en soins intensifs, ce qui n'est probablement pas forcément extrêmement compatible avec une réhabilitation précoce, versus une déambulation précoce, qui est ce qu'on a comme objectif avec une péridurale. C'est-à-dire qu'il faut que la patiente, le lendemain, avec sa péri, marche, mange et puisse avoir une ablation du cadet de péri, limite la veille de sa sortie ou le jour de sa sortie, quoi. Qui là est en adéquation avec une réhabilitation précoce, quoi. Kétamine et xylo-IV en péropératoire, comme ça, ouais. Kétamine et xylo-IV en péropératoire, et ensuite vous faites les anesthésies loco-régionales, TAP ou bien KT. Vous faites comment? Vous réduisez la dose IV? Je crois que c'est le sujet avant de Martine Bonin juste après. Je crois que le topo du docteur Bonin va répondre. Je ne sais pas si du coup je réponds à la question. Nous, en pratique, si on a utilisé la lidocaïne et la kéta en péropératoire, 30 minutes avant la fin de l'intervention, on arrête la perfusion. Alors, il y a deux possibilités. Soit on arrête la perfusion de lidocaïne et de kéta. Alors, la kéta pour limiter le risque d'effet psychodysleptique et la lidocaïne pour éviter le risque de surdosage, ce qui permet, à la toute fin de l'intervention, de faire des blocs de parois. Si on ne fait pas des blocs de parois, on pourra poursuivre uniquement la perfusion continue de lidocaïne en enlevant la kétamine. Mais s'il y a une perfusion continue de lidocaïne, ce sera une surveillance en soins continus puisqu'il faut un monitorage avec le CG. C'est un bel algorithme et on va passer la parole à Martine qui va donc utiliser cette transition magnifique pour nous parler de l'analgésie dans la chirurgie de l'endométriose. Merci beaucoup Julien. Martine Bonin, qui est anesthésiste au CHU de Clermont-Ferrand et qui a le plaisir de travailler avec Nicolas et vice-versa, si j'ai bien compris. Oui, vice-versa. Alors, donc, je vais vous parler d'anesthésie pour la patiente douloureuse chronique endométriosique. Alors, quand on répertorie un peu les anesthésies qu'on est amené à faire chez les patientes endométriosiques, il y en a 3 que je ne vais pas toutes détailler de la même façon, bien sûr. Il y a la ponction-alcoolisation d'endométriome voie basse qu'on est amené à faire chez des patientes qui ont des endométrioses plus ou moins sévères. L'ablation de nodules de paroi. Et puis l'endométriose profonde qu'on fait chez nous
habituellement sous celluliochirurgie et qui, là, sont des patientes souvent douloureuses chroniques relativement sévères. Rapidement, la ponction alcoolisation d'endométriome voie basse, c'est des anesthésies relativement simples qui sont sous sédation, c'est-à-dire des patientes qui conservent leur ventilation spontanée. Donc on associe un hypnotique qui fait dormir, un morphinique pour l'analgésie, on utilise la kétamine, c'est ce que disait Julien par rapport à l'action anti-hyperalgésique, et une antibioprophylaxie depuis quelques années parce qu'on a eu une série d'abcès secondaires aux ponctions. Et puis on optimise l'analgésie post-op. Je reviendrai sur l'analgésie post-opératoire après sur les interventions plus sévères. En ce qui concerne le nodule de paroi, quelles anesthésies on peut être amené à faire? Alors s'il s'agit d'un nodule sous-cutané très superficiel, là encore on fait des sédations simples. On associe donc un hypnotique, un morphinique, là aussi on met de la kétamine et on effectue une analgésie post-opératoire multimodale dont on reparlera. Sur un nodule qui reste superficiel mais où le geste va être un peu plus long, plus compliqué, facilement, on fera une anesthésie générale un peu plus profonde et là, on mettra un masque laryngé, surtout si l'intervention doit durer plus d'1 heure, on va dire. Et là encore, on optimisera l'analgésie post-opératoire. Après, pour les nodules de paroi plus profonds et notamment qui affleurent le péritoine, là, on va effectuer une intubation. Alors, ce choix-là, il se fait toujours en concertation avec le chirurgien. Et puis, dans tous les cas, tout traitement antalgique chronique sera bien sûr maintenu en préopératoire et puis optimisé en post-opératoire. Un petit mot sur le masque laryngé, donc qui évite l'intubation, qui se plaque au fond du larynx. Il nécessite quand même une bonne sédation parce que dès que les patients toussent, ils se déplacent. Ça se fait chez des patientes non curarisées pour des gestes simples qui ne passent pas le péritoine et qui sont relativement courts. Alors maintenant, ce qui nous intéresse plus, l'endométriose profonde qu'on fait classiquement, nous, dans notre centre sous Célio, c'est des interventions lourdes et longues chez des patientes qui sont douloureuses chroniques. Alors tout d'abord, quelle est la définition de la douleur chronique? Je pense que c'est important de le rappeler. C'est une douleur persistante ou récurrente. Souvent dans l'endométriose, c'est une douleur qui revient tous les mois. Et une douleur qui répond insuffisamment au traitement habituel. C'est pour ça que les patientes en viennent à consulter. Et puis, qui dit douleur chronique, dit retentissement et détérioration des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient. Donc, c'est ces patientes-là qui se présentent en consultation d'anesthésie pour leurs interventions. Et on comprend bien que quand on va les prendre en charge au bloc opératoire, va venir s'ajouter à la douleur chronique, la douleur aiguë, à la fois per- et post-opératoire. Puisque chez une patiente qui a déjà une douleur chronique liée à son endométriose, on va ajouter la douleur pariétale des incisions ou de trocar ou de la parotomie, la douleur viscérale qui est la chirurgie elle-même, qui est une chirurgie viscérale, et puis la douleur du pneumopéritoine qui est une douleur à part entière, essentiellement liée à la distension de la paroi abdominale et des réactions qui en découlent. C'est essentiellement des phénomènes d'inflammation et d'infiltration nerveuse, mais qui vont venir se surajouter à la douleur chronique de la patiente et qui vont donc devoir être prises en charge avec, on va le voir, un traitement qui va se surajouter au traitement de la douleur chronique. Alors, pour la prise en charge de ces patientes, ça commence par la consultation pré-anesthésique. Donc, la consultation pré-anesthésique, vous le savez, elle est obligatoire, médico-légale, sur une intervention programmée plus de 48 heures avant l'intervention. Elle va vraiment prendre en charge globalement la patiente, tenir compte de ses antécédents à la fois médicaux et chirurgicaux, prendre en compte le traitement en cours, notamment le traitement de la douleur chronique, et puis éventuellement prescrire des examens complémentaires si besoin, suite à des comorbidités associées. On va bien sûr aussi effectuer un examen clinique. Et suite à ce bilan-là, on va demander des examens complémentaires et puis gérer le traitement périopératoire. La demande de bilan peut faire différer l'intervention si on a un bilan cardio ou pneumo à demander. Et à partir de tout ça, on va élaborer la stratégie d'anesthésie. C'est le but de la consultation d'anesthésie. On va élaborer ces stratégies, puis surtout en informer la patiente
il va y avoir un contrat patient anesthésiste. On va l'informer de la façon dont on va l'endormir, parfois lui laisser le choix, et puis recueillir son consentement de façon orale maintenant. Alors en premier, la gestion du traitement de fond. Alors, les patientes douloureuses chroniques, elles ont un traitement antalgique qu'elles prennent tous les jours. Il va falloir le prendre en compte. Ça ne va pas être le moment de le sevrer de façon brutale. Pas du tout. Il fait partie de l'état basal de la patiente. Et il est hors de question d'arrêter ce traitement en préopératoire en tout cas. C'est le motif même de la chirurgie. Alors l'anesthésie de la patiente douloureuse chronique, elle est décrite dans la littérature. Il y a des travaux sur le sujet. Et elle est relativement bien codée. Alors, le traitement le plus fréquent chez ces patientes qui sont douloureuses sévères et qui posent le plus de soucis, on va voir les autres traitements que sont amenés à avoir les patientes, ce sont les opioïdes. Alors, ces patientes qui ont des opioïdes qu'elles prennent tous les jours ou un certain nombre de jours par mois, va falloir le prendre en compte. Alors, ces patientes, elles ont une addiction à ces produits qu'elles consomment de façon répétée. Parce qu'elles ont une douleur, c'est pour ça qu'elles les consomment. Et elles en deviennent dépendantes parce que, ma foi, si elles ne les prennent pas, elles sont douloureuses. Et on a aussi, à force de prendre ces traitements-là, un phénomène de tolérance qui apparaît, c'est-à-dire que les patientes sont moins répondeuses à ce traitement-là. Et il est bien décrit qu'en fait, le soignant, il a un peu tendance à surestimer l'addiction, donc elle le prend parce qu'elle est habituée à le prendre et qu'elle se sent bien qu'avec ce traitement-là, et puis quelque part à sous-estimer la dépendance. Alors l'addiction, elle impose de toute façon de ne pas sevrer en périopératoire, et puis la tolérance, elle va nous imposer d'augmenter nos doses en post-opératoire et en périopératoire parce que la patiente elle a un fonctionnement de base avec une dose d'opioïdes et que si on veut surajouter l'effet antalgique post-opératoire, va falloir augmenter ces doses tout en conservant ces doses de base. On va revoir ça après. Donc dans tous les cas, il faut maintenir ce traitement opioïde de la douleur chronique et y associer le traitement de la douleur aiguë. Donc on va, dans tous les cas, utiliser une seule voie d'administration, c'est la voie intraveineuse la plus utilisée en per et en post-op immédiat, même si on veut de toute façon un relais per-os très rapide. Ce qui est sûr, c'est que par voie intraveineuse, une patiente qui a des opioïdes de façon chronique, on va augmenter les doses. Alors c'est décrit 2 à 4 fois supérieur dans la littérature. Et puis après, on fera le calcul de cette consommation journalière intraveineuse et on fera le relais per-os en fonction de cette consommation-là. Et il est décrit utiliser 50 à 75% de la dose intraveineuse par voie orale. Donc pour maintenir en fait ces doses-là et faire les calculs, il existe des tables de correspondance. Donc les patients qui sont sous morphinique ou dérivés, type codéine, dextropropoxyphène, tramadol ou morphine, voire des patchs de fentanyl, il y a des tables de correspondance qui permettent d'adapter du coup la dose d'opioïdes périopératoire. Alors, il n'y a pas que les opioïdes que ces patientes ont en traitement de fond. Elles ont aussi d'autres molécules, donc souvent des anti-inflammatoires. Donc, on le sait, c'est essentiellement une toxicité rénale. On va les maintenir jusqu'à J-1. Il y a aussi des antiépileptiques et des antidépresseurs qui sont utilisés dans la douleur chronique. Alors, ils ont comme propriété d'être inducteurs enzymatiques, donc du coup de diminuer la demi-vie de nos agents d'anesthésie. Et l'intervention n'est pas le moment d'effectuer un sevrage, puisqu'on va générer de l'anxiété, voire un syndrome dépressif. La même chose pour les benzodiazépines qui ne sont pas arrêtées en périopératoire. Alors après avoir fait cette consultation d'anesthésie et avoir établi notre prise en charge, on va éventuellement prescrire une prémédication. Alors la prémédication, elle est prescrite lors de la consultation d'anesthésie. Elle comprend d'une part le traitement antalgique et anxiolytique de la patiente, mais elle comprend aussi ces prémédications. Alors, c'est plus trop à la mode, en fait, maintenant, la prémédication anxiolytique qu'on voyait avant. Alors, initialement, par Atarax, qui a été abandonné parce qu'il y a des effets paradoxaux, mais par benzodiazépine, beaucoup. Clonidine, c'est plutôt en pédiatrie. Et maintenant, elle est devenue non systématique, en fait. On a beaucoup revisité ces pratiques. Et elle est plutôt discutée avec les patients et on leur demande est-ce que vous souhaitez quelque chose la veille et le jour de l'intervention ? Alors parfois les patientes nous disent carrément non ou nous disent on verra, donc on prescrit à la demande
et on se rend compte qu'elles sont plus demandeuses de techniques alternatives. À noter que un traitement anxiolytique pour le patient debout, ça peut être plus compliqué. Donc non systématique. Après, on prescrivait beaucoup, enfin pour ma part, du Neurontin en préopératoire précoce, puis pendant 48 à 72 heures après, et il a été démontré par la littérature récente que ça n'avait pas de bénéfice. Alors, la prémédication, le plus souvent, donc il n'y en a pas en dehors du traitement de fond. Après, le choix de la technique d'anesthésie. Donc, on élabore une vraie stratégie d'anesthésie qui intègre bien sûr le terrain, les comorbidités, le terrain douloureux chronique et puis l'intervention elle-même, bien sûr. Donc, anesthésie générale plus intubation pour la cellio, avec plus ou moins une péridurale. Même s'il n'y a pas de laparotomie, on peut être amené à faire une anesthésie péridurale associée. Alors chez nous, on fait majoritairement des célios. Donc qui dit célio dit intubation pour protection des voies aériennes. Et puis pour s'adapter aux contraintes ventilatoires du pneumopéritoine, au risque de régurgitation et d'inhalation. Donc classiquement, anesthésie générale avec intubation orotrachéale. Alors je le rappelle, les 3 bras de l'anesthésie, j'aime bien cette diapo. Le premier, c'est dormir. Donc grâce aux hypnotiques, on va voir qu'il y a des hypnotiques adaptés à la douleur chronique. Le deuxième, c'est les antalgiques, donc les morphiniques, qui par définition sont les médicaments antidouleurs, et puis les curares, qui nous servent pour l'intubation et également qui permettent la chirurgie et la bonne ventilation des malades en péropératoire. Alors les hypnotiques, ils peuvent être adaptés à la patiente douloureuse et ils peuvent être ou intraveineux. Donc c'est le propofol qui apparaît le plus adapté à la douleur chronique, ou inhalé avec les halogénés, donc ici le sévoflurane qui est maintenant le plus utilisé pour des soucis écologiques. Ils diminueraient tous les deux la perception douloureuse en agissant sur les récepteurs GABA et en ayant une action anti-NMDA. Ils agissent au niveau cortical, c'est des hypnotiques, et au niveau des noyaux gris centraux. Les opioïdes, leur action principale, c'est la corne postérieure de la moelle, c'est l'action analgésique par définition. Donc, ils sont extrêmement efficaces par diverses actions au niveau central. Et donc, les opioïdes sont utilisés largement en péropératoire, donc le plus souvent avec objectif de concentration adapté à l'âge, au poids de la patiente, et on a des abacs en fonction du temps chirurgical. Et bien sûr, la patiente consommera d'autant plus qu'elle a des morphiniques en préopératoire. Alors, un petit mot sur les anesthésiques locaux. Moi, j'ai un peu insisté sur les anesthésiques locaux parce qu'en ce moment, on les utilise beaucoup par plein de voies. Et puis, on se pose beaucoup de questions entre anesthésistes et chirurgiens. Et puis, on a eu quelques accidents aussi quand même. Alors, les anesthésiques locaux, la lidocaïne par voie intraveineuse, Julien en a parlé aussi, elle a une action antinociceptive, une action anti-inflammatoire, tout ça est intéressant dans la gestion de la douleur. Bolus initial plus ou moins 1 à 2 mg/kH, on l'utilise par voie intraveineuse sur les chirurgies lourdes. Cette lidocaïne, elle a une action notamment anti-inflammatoire qui est intéressante et vous voyez là qu'il y aurait une comparaison notamment sur le geste chirurgical lui-même avec les anti-inflammatoires. Attention, les anesthésiques locaux comportent des doses toxiques. Donc, je vous ai mis ici les doses toxiques en une fois. Donc, la lido, c'est 400 mg. La ropivacaïne, c'est 300. C'est quand même des doses qu'il faut connaître parce que quand on fait des anesthésiques locaux par différentes voies, on peut finalement arriver à ces doses toxiques-là. La toxicité, elle est d'un côté neurotoxicité, donc la neurotoxicité qui peut amener à l'état de mal convulsif et bien sûr qui est d'autant plus à risque qu'il y a une dose importante de produits d'anesthésie. La deuxième toxicité, elle est cardiaque. Alors là, le graphe, en fait, il montre la quantité de chaque anesthésique local qu'il faut pour générer cet effet cardiaque, donc arythmie, asystolie. Et on voit donc que la ropivacaïne serait le moins cardiotoxique. Ces accidents cardiaques, donc troubles du rythme, asystolie, on l'a dit. Et puis, il y a aussi, alors ça, c'est en fait le scope d'un événement qui est survenu chez nous lors d'une cure de prolapsus ou à basse, où en fait, il y a eu une infiltration par lido-adrénalinée. Et où il y a eu, vous le voyez, certainement, alors on l'a analysé après coup, une injection intraveineuse de produits, et où on voit que l'extrasystole
est tombé au mauvais endroit, au sommet de l'onde P, a généré un trouble du rythme, et puis la dame après est partie en fibrillation, qui a bien répondu au premier choc électrique externe. Mais les anesthésiques locaux ne sont pas dénués d'effets indésirables. Et puis, on en fait par toutes les voies. Donc, en fait, quand on regarde les doses cumulées d'anesthésiques locaux qu'on fait, qu'on fasse infiltration de trou de trocar plus instillation diaphragmatique, on peut arriver à 150 mg de ROPI. Si on ajoute, ma foi, un bloc paracervical, parce qu'on fait une hystéroscopie associée à cette cellio, on est à 200 mg de lido. Si on met un TVT à la dame, on peut arriver à 150 mg de ROPI, etc., etc. Donc, en fait, on sait plus. Il y a un moment, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc la lido au pouce-seringue, il y a pas mal de travaux qui sont sortis dessus. C'est surtout de la littérature en chirurgie digestive. Donc la lido intraveineuse, oui. Je pense qu'il faut la réserver aux chirurgies lourdes où il y a un geste digestif et il y a aussi une attention par rapport aux administrations d'anesthésiques locaux par d'autres voies. Et vous voyez que là, le délai, c'est 4 heures. Après, sur des cellios moins lourdes, où il n'y a pas de geste digestif, nous, on s'est en pratique rendu compte qu'infiltrer les trous de trocar et faire l'instillation sous-diaphragmatique, ma foi, ça marchait extrêmement bien. Et que de rajouter de la lido en s'exposant à des risques d'effets indésirables, ce n'était pas forcément nécessaire. Donc ces instillations, donc la filtration des trous de trocar avant bien sûr la mise des trocars, et puis secondairement l'instillation sous-diaphragmatique qui se fait comme ceci, sous les coupoles, et qui évite notamment une grande partie de la douleur post-opératoire liée au pneumopéritoine par étirement en fait des muscles diaphragmatiques. Dans tous les cas, il faut communiquer. Est-ce que tu fais de la lido au pouce? Est-ce que je peux infiltrer? Il faut vraiment discuter parce qu'on peut vraiment avoir des accidents. Les anesthésiques locaux, tout à l'heure on parlait de la kétamine. Donc la kétamine est un médicament très intéressant pour l'analgésie. C'est aussi un hypnotique pour nous chez les patients en état de choc. Et puis c'est aussi un antidépresseur qui est pas mal utilisé notamment aux États-Unis avec la S-kétamine. Alors la kétamine, elle a beaucoup d'effets, elle a des effets indésirables, elle est fortement psychodysleptique. Donc chez les patients qui ont des antécédents psychiatriques ou chez les sujets âgés, il faut faire attention. Moi, comme je dis aux internes, la kétamine, ça décoiffe quand même. Donc vraiment, soyez vigilants, utilisez si possible de l'hypnovel avec, parce qu'on peut vraiment avoir des effets indésirables sévères. Mais la S-kétamine arrive dans nos blocs. On nous a présenté l'Eschlesia récemment, et a moins d'effets psychodysleptiques. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir de l'utilisation de ce produit qui est extrêmement efficace. Un mot sur le sulfate de magnésium, qui aurait aussi une action anti-NMDA, et qui fait partie de l'arsenal analgésique de la douloureuse chronique. Donc il y a des doses qui sont rapportées, bolus 30 à 50 mg, puis un débit continu. Ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, il y a plusieurs protocoles qui sont présentés dans cette méta-analyse et qui sont intéressants, qu'il est intéressant de s'approprier. Un mot sur la clonidine aussi, par voie intraveineuse. Alors encore un médicament qui sert à plein de choses, puisque c'est avant tout un antihypertenseur, mais c'est aussi un médicament antinociceptif, antifrisson post-anesthésique. Il est intéressant en péropératoire 2 à 5 gamma-kilo. C'est intéressant. Après, il y a un retentissement hémodynamique. Donc, par exemple, nous, on aime bien le faire en 2 fois en péropératoire, associé au reste. Il arrive qu'on fasse celliochirurgie plus péridurale. Julien vous en a mieux parlé que moi. Quand on a un geste digestif dit sus-mésocolique, où on va avoir en effet un retentissement respiratoire, on fait péridurale vigile, puis anesthésie générale et celliochirurgie. Et on fait en pér-op de l'anesthésie péridurale et en post-op de l'analgésie, peu dosée, qui permet la déambulation en service. Alors un petit mot de l'analgésie post-opératoire après avoir optimisé l'anesthésie. Donc il est recommandé de faire l'analgésie multimodale, d'utiliser plein de médicaments pour faire ce qu'on appelle de la co-analgésie, par voie orale le plus rapidement possible. Autrefois, on faisait 48 à 72 heures de voie intraveineuse. On ne fait plus du tout ça. Donc on utilise les paliers 1 classiques, notre fameux paracétamol qui marche, et puis associé aux anti-inflammatoires en l'absence de contre-indication. C'est ce qui marche le mieux sur la douleur chirurgicale et la douleur pariétale. Et puis le néfopam, qui est un co-analgésique également intéressant.
Et puis bien sûr les morphiniques. Donc les morphiniques, il nous reste la voie orale, effet indésirable des morphiniques, nausées, vomissements, retard à la reprise du transit par voie orale ou par pompe, par PCA IV contrôlée avec une surveillance adaptée en service où le patient s'auto-administre sa morphine. Alors la PCA morphine post-op, elle doit prendre en compte le traitement de fond morphinique du patient s'il en a un en préopératoire, et c'est là que les tables de calcul sont intéressantes. Et donc pour conclure, chez ces patients douloureuses chroniques, la consultation d'anesthésie est vraiment essentielle pour prendre en charge la patiente dans sa globalité, prendre en charge tout son traitement. Gérer ce traitement de fond, c'est pas le moment de faire des sevrages. Il y a peu de médicaments maintenant qui sont contre-indiqués pour l'anesthésie. Je ne parle pas des anticoagulants bien sûr, mais il y a peu de médicaments qu'il faut arrêter en préopératoire, et dans tous les cas, on l'a vu, les antalgiques, antiépileptiques ne sont pas arrêtés en préopératoire, et au contraire, il faut utiliser tous ces médicaments, toutes ces classes de médicaments pour faire de l'analgésie à la fois per- et post-opératoire. Et puis, cette analgésie, bien sûr, elle participe à la réhabilitation accélérée post-opératoire. Donc ça, c'est le fameux schéma de Kellett qui montre bien que, en prenant le patient dans sa globalité, comme on l'a vu, en gérant la douleur, en ne mettant pas de prémédication sédative, on agit sur les fonctions cognitives. Par rapport aux anesthésiques locaux, à tout l'arsenal thérapeutique des médicaments pour éviter l'hyperalgésie, on diminue la réponse au stress chirurgical. Et puis en fait, en faisant tout ça, la patiente déambule, on limite les accidents thromboemboliques, elle reprend rapidement son transit, et puis on arrête rapidement de la perfuser. Et c'est ce qu'on appelle un retour à la rue extrêmement précoce. Je vous remercie de votre attention. Merci Martine. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle ? J'essaie de parler fort, mais est-ce que ça fait partie des choses que vous faites ? Alors, ça dépend de la position de la patiente sur le programme opératoire, mais en général, on leur laisse. Après, si la patiente elle est au bloc à 7h30, on ne lui donnera pas le matin. D'accord. Et la clonidine, vous l'utilisez un peu Oui, m'y suis mis. C'est bien, parce que en fait, c'est vrai qu'en pédiatrie, on l'utilise beaucoup, même en dehors de l'OFA. C'est quelque chose qu'on utilise assez systématiquement. Et c'est vrai que chez l'adulte, c'est une molécule dont on se sert quand même relativement moins souvent, enfin je trouve, sauf si les pratiques ont évolué par rapport à la kétamine. C'est quelque chose qu'on ne mettait pas en avant en termes d'anti-hyperalgésique et puis surtout de réduction des besoins morphiniques. C'est un produit, nous, qu'on utilise beaucoup pour antihypertenseur adapté à la céliose. C'est très doux. Moi, je sais que j'aime bien utiliser ce produit-là. Après, en antifrisson, en post-opératoire. Et du coup, on s'y est mis en anti-hyperalgésique. Ce que je disais, on le fait en 2 fois parce qu'il y a quand même un retentissement hémodynamique, notamment chez les sujets fragiles. Mais c'est vrai que en fait, de faire de l'analgésie multimodale en utilisant tous nos produits... on fait moins de morphinique. Et vraiment, les patients sont vraiment bien en salle de réveil. C'est vrai qu'en pédiatrie, on utilise à 1-2 gamma kilos en bolus de 30 minutes à 1 heure en fonction de l'hémodynamique. Ouais. Oui, bonjour, j'ai une question, enfin c'est même pas une question, c'est plutôt, est-ce que vous pouvez faire un récapitulatif de comment on utilise la lidocaïne pour les infiltrations ? Parce que très souvent, c'est quelque chose qui est délégué à nous, aux internes de gynéco, et on n'a vraiment pas une formation ou quoi que ce soit là-dessus. Notamment le risque de mettre le patient en fibrillation ventriculaire, très souvent on nous dit c'est du mytho. Et là, vous venez de dire de nous montrer que c'est pas le cas. Donc, si vous pouvez faire un récapitulatif là-dessus, ça serait super. Vous voulez dire que vous êtes les internes de gynéco, vous êtes amenés à faire les infiltrations, mais pour les célios, les blocs paracervicaux, tout ça. Non, pour les trocars, enfin les trucs de trocars, et notamment, là, vous venez de dire, c'était au début d'intervention qu'il faut faire, alors que
Moi, honnêtement, j'ai toujours fait en fin d'intervention et je pense D'accord. que là-dessus, il y a une délégation de tâches qui est même pas entre chirurgien anesthésiste, mais entre anesthésiste et très souvent interne de gynéco. Et nous, on est un peu perdus, je trouve. J'ai jamais eu de cours là-dessus et j'ai jamais entendu un anesthésiste me dire Donc vous ne comment connaissez faire. pas les doses toxiques, c'est ça le truc. Alors Entre autres, après, oui, en gros, on nous donne de quoi injecter et nous, on injecte. vous savez pas trop. C'est pas Alors génial. après, Prise en c'est pas charge. une délégation de tâches, je pense pas, parce que ça se fait sur le champ opératoire, hein, Nico. Et c'est vraiment une pratique chirurgicale. Hein. Donc après, il faut bien avoir conscience des doses toxiques. Je te laisse la parole après. Je pense qu'il faut vraiment, par produit que vous utilisez, connaître votre dose toxique. Vous injectez un volume, vous injectez aussi une concentration de produit, quoi. Ouais, il faut vraiment faire ces calculs parce que le jour où on va se tromper en vous donnant la carpule de ropilagaïne, après sur la façon de faire elle-même, c'est vraiment, ça a été développé par nos chirurgiens avant tout. Physiopathologiquement, c'est quand même plus logique de le faire avant le traumatisme, hein, en analgésie en général, quoi. Donc ça paraît plus logique de le faire avant. Là, les données de la littérature, il n'y a pas d'études randomisées, je crois, qui ont comparé avant et à la fin de l'intervention, où il y a peut-être un papier et qui n'a pas retrouvé de différence. Donc c'est difficile, mais on est déjà dans des EVA qui sont très basses, où on a toujours du mal à essayer de trouver une différence significative sur la pratique. Maintenant, le plus logique, et pour ne pas l'oublier, ça me paraît encore une fois plus logique de le faire au départ. Alors nous, c'est très standardisé, mais parce que c'est une chaîne anesthésiste, IAD, IBOD, chirurgien ou interne, sur la dose et sur les questions à poser. Est-ce qu'il y a de la lido-IV ou pas associée? Et c'est une question qui est systématique. Mais je veux dire, on connaît les difficultés de personnel infirmier. Il y a un jour, on va se faire avoir, clairement. Donc, j'ai pas beaucoup d'illusions sur le fait que l'accident se reproduise. Mais effectivement, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a une dose associée IV essentiellement versus une instillation seule? Après, encore une fois, il y a des données de littérature sur l'infiltration en début d'intervention qui sont quand même assez claires, quoi. Mais c'est bien de vous poser la question. En même temps, l'infiltration et la prise en charge de la douleur appartient à tous les médecins. Et en l'occurrence, c'est vraiment, et Martine l'a bien montré, Julien aussi, un problème multidisciplinaire. Et chacun ayant accès, si vous faites de l'obstétrique aussi, vous allez faire une infiltration autour d'une épisiotomie, vous êtes exactement au même risque d'avoir une fibrillation ventriculaire si vous vous injectez directement par voie intraveineuse. Donc le principe de base par rapport à l'infiltration, c'est déjà de vérifier que vous êtes bien dans une zone à infiltrer et que vous n'êtes pas dans un vaisseau, c'est-à-dire avoir le petit recul au moment où vous infiltrez sur votre seringue. Et ça reste la protection du geste de base. Et après, effectivement, je pense que c'est important que l'ensemble de l'équipe, à tous les niveaux, réfléchisse à la douleur de façon commune et autour d'une intervention, autour d'une patiente, qu'est-ce qui sera le mieux? Et moi, j'avais une question à poser à Martine, parce que justement, on a l'impression que ces patientes endométriosiques, leur traitement de fond est absolument, totalement inefficace. Elles sont en général algiques tout le temps, et elles nous arrivent algiques au bloc. Et donc, elles sont d'autant plus sensibles qu'elles sont dans une phase, dans un stade d'hyper-irritabilité par rapport à toute douleur. Donc, est-ce que vous avez testé vos doses nécessaires? Est-ce que vous avez cherché à optimiser le traitement de la douleur chronique avant que de prendre en charge ces patientes? Est-ce que vous utilisez l'hypnose médicale en plus? Alors nous, on fait beaucoup d'hypnose conversationnelle, mais au bloc opératoire. Après, pour ce qui est la gestion de la douleur chronique, c'est vous qui les voyez en amont, Nico. Hein. À partir du moment où il y a indication opératoire, c'est qu'elles sont douloureuses, les patientes. C'est ce qu'on fait mal en France en général. Mais on le sait, hein, en tant que chirurgien de l'endométriose, il y a 3 choses qu'on monitore pas assez. C'est l'EVA tout simplement pré-op, c'est le DN4
l'échelle de neuropathie, et puis l'échelle de catastrophisme préopératoire. On sait qu'on n'est pas bon là-dessus, c'est-à-dire que de façon prospective, dans un centre expert, on va le mesurer, et pour l'instant, on n'associe pas assez bien la prise en charge, qu'elle soit psychologique, prise en charge de centre de la douleur, mais qui est principalement due aux difficultés d'accès aux soins, quoi. Clairement, avoir une psychologue dédiée, il le faudrait. On le sait, on l'a écrit dans les recommandations de l'endométriose, donc on sait tout ça, mais on ne le fait pas assez bien. Alors, il y a un petit paradigme qui a changé un peu avec le Covid, c'est qu'il y a eu énormément de patientes d'annulées, donc qui ont eu des fois un traitement médical un petit peu plus long en endométriose. Celles-là, on sait que quand même, elles ont été améliorées, donc moi, ce que je leur dis souvent, c'est que c'est mieux de vous opérer dans une ambiance moins douloureuse. C'est-à-dire que voilà, vous partez d'un niveau de VA qui va être très élevé, vous êtes encore plus élevé en post-opératoire, on aura un mal fou à gérer la douleur, quoi. Donc il faut absolument essayer de tenir un petit peu avec un traitement médical, notamment hormonal, puisqu'on sait maintenant que sur les racines nerveuses, il y a des récepteurs à la progestérone, donc qui ont un effet analgésique aussi associé. Donc il y a toute cette prise en charge qu'il faut absolument associer et qui était peut-être moins notre habitude et qui rentre dans l'habitude du fait des recommandations diverses sur la prise en charge de la douleur et de la réhabilitation améliorée. Alors, j'aime pas le terme après-chirurgie parce que je trouve que c'est trop après-chirurgie, mais la prise en charge, elle se fait des mois avant sur la prise en charge de la douleur. Et c'est aussi la pluridisciplinarité qui anticipe la douleur préopératoire. Très bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer la parole au professeur Awaketa qui va nous parler qui est actuellement à l'hôpital Necker et qui va nous parler d'un sujet qu'elle connaît très très bien, qui est l'analgésie du postpartum après césarienne ou tout le postpartum? Alors, comme c'était pas précisé, j'ai fait tout postpartum, même sujet. Super. Un peu fait un petit focus quand même sur la césarienne. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, en préambule, j'aimerais remercier Catherine Fischer qui m'a prêté quelques diapositives, même si elle n'est pas dans la salle. Voilà. Donc, là, les douleurs du postpartum, elles sont quand même multiples et ça fait partie des difficultés de la prise en charge. Elles peuvent être physiologiques ou pathologiques. Elles peuvent être en lien avec l'utérus, avec le périnée, sur des œdèmes, sur des déchirures, des épisiotomies. Elles peuvent être en lien avec des crises d'hémorroïdes dans cette composante, on va dire, un peu physiologique, des douleurs ostéo-ligamentaires également, qui peuvent être plus ou moins importantes, au niveau sacro-iliaque notamment, au niveau du rachis, c'est des douleurs dorso-lombaires, au niveau des seins, avec les montées de laiteuses qui peuvent être douloureuses, les tétés, et puis il y a des situations plus pathologiques comme les endométrites, comme les thrombophlébites pelviennes, comme les céphalées qui peuvent être post-brèche, mais pas que, voilà, les thromboses hémorroïdaires. Voilà. Donc on a quand même un panel extrêmement large, notamment après un accouchement voix basse. Alors quand on s'intéresse à la césarienne, on sait que cette douleur du postpartum, c'est une douleur qu'on peut considérer comme forte et qui est classée comme douleur forte en post-opératoire. C'était dans les conférences de consensus de la SFAR déjà en 98. On sait que c'est une douleur qui va être d'intensité maximale surtout les premières 48 heures, mais qui va se prolonger dans les 2-3 jours après ces 48 premières heures. Et on sait aussi que c'est une douleur qui a double composante, avec une origine liée à la douleur de la cicatrice, et puis une douleur qui est liée également aux contractions, liées à la tétée, liées aux tranchées notamment. Donc, vous voyez que ça va être quelque chose qui est relativement complexe en termes d'étiologie et d'adaptation à mettre en jeu. Donc, les enjeux de l'analgésie du postpartum, ils sont multiples. Ça va d'abord être, en premier lieu, d'avoir une analgésie qui va être efficace, mais aussi adaptée au type de douleur, à son intensité, qui est très variable également, et puis à la durée de cette douleur. Dans ces objectifs, on va essayer de préserver au maximum la relation mère-enfant, qui est importante dans ces premiers jours suite à l'accouchement, avec le minimum de contraintes possibles pour la mère, et peu ou pas d'effets secondaires en termes de nausées, de vomissements, de prurite, notamment voire de sédation ou de dépression respiratoire.
On va favoriser, on l'a déjà beaucoup parlé de ça, la mobilité et puis le fait que la patiente puisse se mobiliser et s'occuper de son bébé et aussi, dans le même temps, réduire au maximum le risque thromboembolique. Et puis, élément très important, on va demander que cette analgésie soit compatible avec l'allaitement si la patiente allaite, donc avec un transfert qui va être limité au maximum dans le lait maternel, même si on va voir que la plupart des agents qu'on va administrer analgésiques, notamment, passent dans le lait maternel, mais avec des conséquences et surtout une concentration dans le lait qui va être différente d'un analgésique à l'autre. Et il y aura une attention particulière à avoir, notamment pour les enfants nés prématurément et pour les petits poids de naissance qui vont être plus sensibles au passage dans le lait maternel de ces agents. Et puis, si on peut, et c'est de plus en plus quelque chose qu'on essaye aussi de prévenir, c'est la chronicisation de cette douleur pour éviter, on sait que la douleur aiguë fait souvent le lit de la douleur chronique, donc de passage à la douleur chronique, et on sait que cette douleur chronique est également, il y a un lien avec la dépression du postpartum, notamment et la dépression de la femme qui a accouché lorsqu'il survient une douleur importante et surtout une douleur chronique. Alors on ne va pas revenir sur les moyens pharmacologiques parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, avec les classifications palier 1, 2, 3, les antalgiques antinociceptifs d'un côté et puis les antalgiques classés en non morphiniques, en morphiniques, avec ici donc les paliers 2 morphiniques faibles et les paliers 3 la morphine, en sachant que le néphopam, en fonction des classifications, on le met en palier 1 fort, on va dire ici, et certains le classent dans les antihyperalgésiques également. Et puis les antalgiques plutôt efficaces, on va dire, sur la douleur neuropathique, comme les antidépresseurs ou les antiépileptiques, donc ce sont plus des coanalgésiques que des antalgiques à proprement parler, et puis donc les antihyperalgiques avec en première position la kétamine. Alors les moyens non pharmacologiques également, dont il faudra utiliser, donc l'hypnose, la musique, les images, les casques de réalité virtuelle ont un développement qui est quelque chose qu'on met en place maintenant avec des résultats qui sont vraiment intéressants, auxquels on peut aussi associer les antalgiques pharmacologiques, mais penser aux moyens non pharmacologiques. La TENS, donc c'est la stimulation transcutanée haute fréquence. Et puis il y a les moyens physiques, le chaud, le froid, qui sont intéressants aussi. Le chaud, par exemple, dans les douleurs lombaires, le froid, par exemple, dans certaines céphalées, certaines migraines. Donc les moyens physiques peuvent être aussi associés pour réduire éventuellement les besoins en moyens pharmacologiques. Alors on l'a dit, l'analgésie, il faudra l'adapter notamment à l'intensité de la douleur, en sachant qu'elle devra être multimodale le plus souvent, et en fonction de l'intensité, donc les scores EVA ou échelle numérique, il y a tout un panel d'antalgiques qu'on va pouvoir proposer, les plus simples étant les paliers 1, paracétamol, associé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens déjà quand on a des douleurs modérées, les douleurs fortes EVA à 5-6, on va en plus associer un palier 2 au palier 1, donc paracétamol AINS. Et quand on a des douleurs très fortes, on ne peut pas se passer malheureusement, on y associe la morphine ou les morphiniques. Alors on ne va pas faire un catalogue et reprendre tous ces types de douleurs, mais peut-être les plus fréquemment rencontrées, par exemple les douleurs périnéales après épisiotomie. Donc ça c'est un travail qui commence à dater, mais qui est très intéressant parce que c'était des études randomisées en double aveugle sur des séries de 30 patients dans chaque groupe, où les auteurs ont regardé par rapport à des douleurs périnéales après épisiotomie l'efficacité par rapport à un placebo de l'ibuprofène et du paracétamol. L'ibuprofène à 400 mg qui était répété toutes les 4 heures et le paracétamol également répété toutes les 4 heures, et on regardait la diminution de l'intensité de la douleur rapportée par les femmes au bout de 4 heures. Et ce qu'a pu montrer ce travail, c'est qu'avec l'ibuprofène, 400 mg, on avait une diminution de plus de 50% de l'intensité de la douleur chez ces patientes,
Donc c'était différent significativement par rapport au placebo, bien sûr, et par rapport également au paracétamol, qui avait une réduction, qui entraînait une réduction de la douleur de l'ordre de 20 à 30% au maximum, et avec des délais d'action qui étaient plus rapides avec l'ibuprofène par rapport au paracétamol, sans augmentation des effets secondaires avec l'une ou l'autre des molécules notamment. Plus récemment, donc, des méta-analyses publiées dans la Cochrane avec 35 études, alors qui étaient de 1967 à 2013, donc quand même là aussi des études avec des méthodes qui étaient plus ou moins adaptées. Néanmoins, quand on regarde l'adéquation analgésique à 4 heures rapportée par les femmes, l'ibuprofène était supérieur au placebo, avec une analgésie adéquate multipliée par 2 avec l'ibuprofène par rapport au placebo, également multiplié par 1,5 par rapport au paracétamol, donc en faveur de l'ibuprofène. Il y avait moins de recours également à un autre antalgique quand des patients recevaient de l'ibuprofène par rapport au placebo. Par contre, ils n'ont pas pu mettre en évidence ce besoin d'avoir moins recours à un autre antalgique quand on compare l'ibuprofène au paracétamol. Sans augmentation, là aussi, des effets secondaires, que ce soit avec l'ibuprofène ou avec le paracétamol par rapport à un placebo. Donc, au final, on peut retenir que l'analgésie multimodale avec des antalgiques de palier 1, c'est quelque chose qui est adapté notamment en termes d'épargne morphinique qu'on peut gagner sur le paracétamol notamment, 20% d'épargne morphinique, alors qu'on est à 30-50% quand c'est un INS. On a peu d'effets secondaires. Il faut les utiliser par contre en systématique pendant les 48 à 3 jours postpartum, avec des doses maximales qui sont de l'ordre de 4 grammes qu'il ne faudra pas dépasser avec le paracétamol. Et avec les INS, on a aussi une réduction des effets secondaires morphiniques, donc en termes de sédation notamment, de nausées, vomissements, qui vont être moins importants avec les INS associés au morphinique. Et puis faire attention, bien sûr, s'il y a des situations à risque hémorragique. Mais l'idéal, c'est l'association des deux, avec une action qui est synergique. Donc avec des doses plus faibles, on va avoir un effet qui va être le même, ou augmentation de l'effet supérieure à l'association de l'effet isolé de l'un plus l'autre. Donc c'est vraiment synergique. C'est une administration qui doit être simultanée. Alors c'est vrai que ça, c'est un message qu'il faut faire passer. Il faut le prendre en même temps, et pas si on veut vraiment être efficace, et pas le prendre de façon dissociée, et toutes les 6 heures, et par voie orale dans un contexte de réhabilitation et de réhabilitation accélérée. Alors peut-être un petit rappel sur le bénéfice d'une méthode par rapport aux douleurs périnéales après un accouchement voix basse, l'administration en péridurale de morphine, notamment quand on a des traumatismes périnéaux qui sont importants. Alors dans l'étude Princeps, qui date de 2010, ils avaient évalué, c'était aussi une étude randomisée, contrôlée, en aveugle, placebo contre morphine en péridurale, 2,5 mg, sur des accouchements voix basse avec des douleurs périnéales et un traumatisme périnéal. Alors ça allait du grade 1, donc traumatisme mineur, au grade 4, vraiment traumatisme important. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que quand on regarde le recours à une analgésie complémentaire à 24 heures, eh bien, dans le groupe qui a reçu la morphine en péridurale, eh bien, il y avait une diminution significative de pourcentage de patientes qui avaient besoin d'avoir des antalgiques en complément par rapport au groupe, que ce soit chez les primipares ou les multipares, par rapport au groupe placebo. On avait une diminution au global de 78% des besoins analgésiques à 24 heures dans le groupe qui avait reçu la morphine en péridurale dans l'heure qui a suivi l'accouchement voix basse, donc avant le retrait du cathéter de péridurale. Donc c'est quelque chose à quoi il faut penser quand on a des délabrements périnéaux. Ça peut vraiment aider les patientes. Le délai de recours également de la première demande à une analgésique est retardé de 4 heures dans le groupe qui a reçu la morphine en péridurale par rapport au groupe qui ne l'a pas reçu.
sans augmentation des effets secondaires, des effets indésirables dans le groupe morphine, notamment les prurites, nausées, la sédation, la rétention urinaire, qui n'étaient pas majorées non plus. Alors maintenant, un petit focus sur la césarienne, où on associe l'analgésie multimodale dans un contexte de réhabilitation. Donc l'analgésie multimodale, elle va être beaucoup basée, la pierre angulaire, ça va être la morphine, hein, en périmédulaire, soit en rachis, soit en péridurale, et la voie systémique, ce sera dans un second temps en secours, parce que la plupart de nos césariennes sont faites sous ALR, et c'est tant mieux. Donc, insister sur le fait qu'on peut donner les opioïdes en systémique, même quand on a fait les morphines en intratécale ou en péridurale, dans les premières 24 heures. Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles on dit encore attention, la patiente a eu de la morphine en périmédulaire, donc pas de morphine pendant 24 heures. Ça a été démontré que si la patiente en a besoin, qu'elle a mal, le fait de donner de la morphine en rescue, par exemple de l'actiskénan Péros, on ne va pas majorer les risques, notamment si elle n'est pas obèse. Hein. Donc il faut faire quand même attention quand on a une obésité morbide, des patientes qui sont à risque. Quand on n'est pas dans ces situations-là, au contraire, il faut favoriser le complément analgésique, y compris avec de la morphine en plus en Péros ou en titration morphine s'il y a besoin en salle de réveil. Le paracétamol, les AINS et le néfopam, c'est aussi en systématique, en voie orale, pendant au moins les 48 premières heures post-opératoires. Dans le reste de la prise en charge, dans le cadre de la réhabilitation, il y a les antiémétiques, bien sûr, déjà au bloc opératoire et ensuite en systématique en Péros pendant 24 heures, en post-opératoire. Et puis les autres mesures, on ne va pas revenir dessus, c'est tout ce qui permet que la patiente reprenne une activité rapidement par rapport à sa capacité de se mobiliser, de déambuler, donc le retrait de la sonde vésicale, les doses de morphine le plus faibles possible si jamais elle en a pour limiter la sédation, le lever précoce et les boissons qui sont autorisées rapidement entre H1 et H2 et l'alimentation qui est reprise précocement également. Voilà, donc en termes d'enjeux, un autre enjeu qui est vraiment important, c'est la compatibilité avec l'allaitement. On sait que le taux des antalgiques dans le lait maternel, il va être en parallèle en tout cas, des concentrations sériques maternelles. Donc utiliser les doses minimales efficaces quand la patiente allaite, préférer les voies périmédulaires à la voie IV, c'est ce qu'on a discuté. Préférer l'analgésie multimodale pour permettre de l'épargne morphinique. Les molécules avec une demi-vie courte et les métabolites inactifs au maximum. On va voir l'exemple, par exemple, avec la codéine, notamment, qui n'est même plus autorisée pendant l'allaitement. Les molécules à forte liaison protéique plasmatique, parce qu'elles vont passer moins dans le lait maternel, les AINS notamment. Par contre, les molécules lipophiles, comme les opioïdes, passent elles, bien mieux au niveau du lait maternel. Éviter les molécules lipophiles, donc comme les opioïdes, quand on peut, mais on verra que les concentrations finalement, notamment si c'est sur quelques jours et en début, en période post-partum précoce, quand on est dans le cas du colostrum, eh bien, il y a un passage qui est faible et qui a peu d'impact sur le nouveau-né. Limiter la durée de prescription à 4 jours pour éviter les phénomènes d'accumulation notamment. Utiliser quand on doit être au-delà, là il y a une surveillance à mettre en place et en tout cas alerter les patientes sur le risque, notamment s'il y a une sédation qui apparaît chez elles, ça veut dire qu'il y a un risque aussi chez le bébé. On l'a dit, attention particulière chez les prématurés et les enfants de petit poids et informer des conséquences et surtout des risques et des signes d'alerte les femmes qui allaitent. Alors il y a un certain nombre d'index qui ont été publiés pour essayer de voir les molécules les plus adaptées au cours de l'allaitement, en sachant que les analgésiques passent tous dans le lait maternel à des ratios plus ou moins importants.
Donc il y a cet index qui tient compte du poids, du poids maternel et du poids néonatal, en sachant que ce RID, donc Related Infant Dose, inférieur à 10, on considère que c'est acceptable en termes de passage dans le lait maternel. Donc si on s'intéresse un peu aux molécules qu'on utilise le plus souvent, vous voyez par exemple l'acétaminophène, donc équivalent du paracétamol, on est dans des ranges qui sont satisfaisants, l'ibuprofène également, les INS, on l'a dit, passent très peu, donc on a des concentrations finalement qui sont faibles dans le lait maternel. En revanche, les morphiniques, effectivement, passent un peu mieux, et la morphine passe, vous voyez, même si on est des niveaux qui semblent limite acceptables, quand on l'a dit, quand c'est des doses faibles et pendant une durée courte, eh bien, on a un risque qui est vraiment limité pour le nouveau-né. Et ça a été démontré notamment avec la PCA. On a de très belles études qui ont montré que quand on mesure la concentration dans le lait maternel chez les enfants qui sont allaités avec des mamans qui ont une analyse par PCA, eh bien, on a des ratios très faibles qui n'ont pas d'impact sur le bien-être néonatal, le score de sédation notamment. Alors, être compatible avec l'allaitement, donc vous connaissez tous le CRAT, ce qui reste vraiment la référence. Avec la morphine, on sait que c'est possible, notamment quand on l'utilise sur des périodes courtes, 24-72 heures, le tramadol également, 2 à 4 jours, et puis le paracétamol et le kétoprophène sur des plus longues périodes sont utilisables chez les mamans qui allaitent. Voilà, un mot sur peut-être la codéine et le fait qu'elle soit contre-indiquée si allaitement. Peut-être que vous avez vu passer ce case report qui a donné l'alerte et qui est celui d'une femme qui a été pour laquelle on a prescrit pour des douleurs d'épisiotomie du paracétamol plus codéiné. Donc c'était un accouchement voix basse à terme avec un bébé de poids normal. Cette patiente, elle prenait 2 comprimés toutes les 12 heures, donc c'était pas des doses si importantes que ça, pendant 2 jours. Et puis elle a baissé quand même à 1 comprimé d'elle-même toutes les 12 heures parce qu'il y avait des effets indésirables. Il y avait une sédation qui était apparue. À J7, léthargie chez le bébé, difficulté pour téter. J12, quand même un bébé qui va pas bien, teint gris, anorexie. À J13, décès néonatal avec une intoxication au morphinique. À l'autopsie, en post-mortem, on a des doses au niveau plasmatique qui sont à 70 nanogrammes par ml. On va voir que c'est largement supérieur à ce qu'on a chez des bébés qui sont allaités et qui n'ont pas une maman qui métabolise rapidement, on va dire. Et au niveau de la concentration dans le lait maternel, là aussi des doses très importantes, puisqu'on a découvert que cette maman, finalement, elle avait un métabolisme rapide de la codéine qui transforme, donc qui est une prodrogue de la morphine, avec le cytochrome P450. Ça va transformer cette prodrogue en morphine, et plus on est métaboliseur rapide, plus on va générer une production de morphine importante et rapide. Donc il y a une grande variabilité maternelle et néonatale, et quand on est dans un contexte habituel, pour une maman qui prend 60 mg toutes les 6 heures, donc 2 comprimés de codéine toutes les 6 heures, eh bien, on a des taux plasmatiques qui sont entre 0 et 2 des taux plasmatiques pédiatriques qui sont entre 0 et 2 nanogrammes par ml. Chez le bébé dont on parlait, on était à 70. Alors, en sachant qu'elle avait quand même pris cette codéine pendant plusieurs jours également. Et dans le lait maternel, on a entre 1,9, 2, on va dire, et 20, alors qu'on était à 80. Voilà, donc depuis, on déconseille, on contre-indique formellement la codéine chez ces patientes qui allaitent. Voilà, en synthèse, les messages qui me paraissent importants sur les enjeux de l'analyse du postpartum, c'est qu'on a affaire en postpartum à une diversité d'étiologies et puis de types de douleurs qui peuvent être viscérales, musculaires, inflammatoires, voire neuropathiques. On doit être efficace, bien évidemment. On doit s'adapter à la douleur qu'on a à traiter. On doit préserver le lien mère-enfant avec la facilité à la mobilisation, le moins d'effets secondaires possible, avoir une sécurité maternelle mais aussi néonatale, avec prendre une prise en compte de l'allaitement à chaque fois que c'est le cas. Bien sûr, l'analgésie multimodale, systématique, péros, associée ou pas à la morphine
Quand il s'agit de césarienne, systématiquement, on fait des morphiniques en périmédulaire et on peut ensuite associer en rescue, donc pas systématiquement, mais quand il y a besoin et que les non-morphiniques ne sont pas suffisants, en péros, dans un temps court, 24, 48 heures, maximum 3 jours, et pas aller au-delà de 4 jours en tout cas. Et pensez aussi aux méthodes non pharmacologiques, on l'a dit, on n'y pense pas souvent, ou en tout cas pas assez, et tout ça s'intègre dans la réhabilitation accélérée après l'accouchement, on va dire. Peut-être pas la chirurgie, mais l'accouchement. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, au revoir.